l'ascenseur social n'est peut-être pas tout à fait en panne, mais il fonctionne beaucoup moins bien. A priori, il n'est pas bloqué, bien au contraire. À la fin des années 70, 57% seulement des hommes de 40 à 59 ans n'appartenaient pas à la même catégorie sociale que leurs pairs, contre 65% au milieu des années 2000. Cette hausse de la mobilité ne rime pourtant pas forcément avec ascension sociale, car elle est en grande partie liée à l'évolution structurelle de la population active. Je veux parler de la baisse du nombre d'agriculteurs et celle plus récente, du nombre d'ouvriers avec le déclin de l'industrie au profit de la part des professions intermédiaires ou des employés. Or, un fils d'ouvrier devenu magasinier est jugé mobile, alors que sa position dans la hiérarchie sociale n'a pas vraiment changé. C'est pourquoi il faut se concentrer sur la mobilité sociale nette, soit la part non liée aux évolutions structurelles. Une mesure, plus ou moins, de l'égalité des chances d'accéder à une position sociale quelles que soient les transformations de l'emploi. Or, cette réduction de la mobilité sociale nette, qui a commencé avec la crise de 1993, s'est renforcée depuis. Les travaux de Cédric Hugré sur la période 2010-2014 montrent que les plus favorisés s'en sortent le mieux, confirmant les résultats des études précédentes. 41% des fils et filles de cadres supérieurs sont ainsi eux-mêmes cadres supérieurs, contre 8% pour les enfants d'ouvriers. Seuls 17% des enfants d'agriculteurs restent dans le métier, faute de débouchés, et deviennent, dans un cas sur deux, employés ou ouvriers. Nous sommes bien là dans l'immobilité sociale. Ce déterminisme renvoie au système éducatif. On peut certes se réjouir que la part d'enfants d'ouvriers qui sortent de l'école sans diplôme ou uniquement avec le brevet soit passée de 80 à 20% entre 1946 et 2000, et sûrement moins aujourd'hui. La belle affaire. Ces données en valeur absolue ne disent rien sur les évolutions relatives par rapport aux autres classes sociales et aux besoins de la société. Les jeunes du milieu ouvrier représentent aujourd'hui 11% seulement des étudiants, soit presque 3 fois moins que leur part parmi les 18-23 ans. En grossissant à peine le trait, le rapport s'inverse pour les enfants de cadres supérieurs. Et encore, il faut affiner l'analyse. Si on restreint l'investigation aux écoles d'ingénieurs et aux classes prépa, c'est encore plus édifiant. 6% des effectifs sont composés d'enfants d'ouvriers, alors que presque un étudiant sur deux de ces filières les plus sélectives est issu des milieux les plus favorisés. En d'autres termes, le système éducatif est une énorme machine à reproduction sociale. Les filières élitistes sont socialement fermées et l'importance des revenus des parents sur la réussite scolaire s'accroît. D'ailleurs, d'après l'OCDE, la France est l'un des pays où le milieu social influe le plus sur le niveau scolaire, bien plus qu'en Allemagne, qu'aux États-Unis ou qu'en Espagne, par exemple. Si l'étude est trop partielle pour en conclure que la France est championne du monde des inégalités, la situation n'est pas satisfaisante. En outre, les jeunes diplômés sont de plus en plus souvent déclassés. En 1984, 3,7% des diplômés du bac ou plus, sortis depuis au moins 11 ans du système scolaire, étaient ouvriers ou employés non qualifiés. 30 ans plus tard, cette part est grimpée à 22,6%. Les jeunes sortis des grandes écoles sont encore pas ou peu concernés, mais c'est une dure réalité pour les autres. Les bac plus 5 chassent les bac plus 3 qui prennent la place des bacs, et ainsi de suite. Résultat, les jeunes acceptent des postes pour lesquels ils sont surdiplômés. Si la mobilité sociale est l'un des piliers de la cohésion sociale et de la démocratie, il y a vraiment de quoi s'inquiéter.